Bonjour à tous. Je propose que nous démarrions avec les présents qui sont déjà connectés et puis les autres arriveront au fur et à mesure. Euh, moi, je suis Aurélie Capgras, je suis la coordinatrice de l'association Déclic, une association nationale qui diffuse la communication non violente dans l'éducation. Pour nous, c'était important d'organiser cette soirée autour de la sortie du livre d'Édith Tavernier, La communication non violente avec les enfants. Parce que pour les parents dont je fais partie et qui souhaitent éduquer leurs enfants peut-être un peu différemment de l'éducation qu'ils ont reçue, et ben, c'est pas évident de trouver des parents inspirants autour de nous. Et du coup, là, d'avoir l'occasion d'avoir ce témoignage de Pierre et Edith qui avaient euh, éduqué leurs enfants inspirés par la communication non violente, pour nous, c'était important de pouvoir partager ce témoignage. Donc, merci beaucoup, Edith et Pierre, d'être là ce soir. Je vous laisserai la parole après. On a aussi ce soir avec nous Véronique Gaspard, qui est une des fondatrices de l'association Déclic avec Catherine Schmider. Tu peux dire bonjour. Bonjour à chacun d'entre vous et merci d'être passionné par l'éducation qui anime notre association depuis un petit peu plus de 10 ans. Donc, je suis ravie de voir voilà, je dirais que notre communauté s'agrandit dans l'intérêt que nous portons à l'accompagnement des enfants ou des élèves. Merci. Et puis, à mes côtés, il y a également Alexandra qui sera là pour m'aider à la facilitation. Euh, le déroulé de ce soir, donc, je vais laisser la parole à Edith pour un petit temps de présentation. Et puis ensuite, nous aurons un temps de questions-réponses. Et pour ça, je vous invite à poser vos questions directement dans la partie questions-réponses Q&R. En bas de votre écran, vous avez normalement soit un petit onglet QR, soit dans les 3 petits points plus. Vous avez la possibilité d'accéder à un module de questions-réponses. Ce sera plus facile pour moi de gérer les questions à cet endroit-là que dans la discussion du webinaire, où parfois ça peut se mélanger un petit peu avec juste des réactions. Voilà, on n'aura pas la possibilité malheureusement de répondre à toutes les questions, mais on fera au mieux avec le temps qu'on s'est donné. Voilà, merci à tous d'avoir répondu présents si nombreux. Et puis je laisse la parole à Edith. Merci Aurélie. Moi, je suis très heureuse aussi de vous retrouver, émue, voilà, de voir l'intérêt porté par le sujet. Donc moi, comme l'a dit Aurélie, je vais commencer par vous partager quelques petites, voilà, nos expériences, une partie en tout cas de nos expériences éducatives. La plupart, on les décrit et on les approfondit dans le livre, mais déjà, voilà, ça vous donnera un petit goût. Et puis surtout, notre intérêt, bien sûr, d'être en lien avec vous et de répondre à vos questions, avec Pierre qui est là également. Alors, moi, je suis maman, je suis d'abord et avant tout, je crois, maman de 2 enfants qui ont aujourd'hui 18 et 21 ans, donc Agathe et Mathieu. Je suis aussi formatrice en communication non violente depuis 2014. Aujourd'hui, j'ai plutôt une activité de formation et d'accompagnement des équipes dans le travail. Voilà. Mais quand j'ai commencé la CNV en 2006, ma motivation, c'était vraiment mes enfants, quoi. C'était avoir les moyens de vivre avec eux la qualité de relation à laquelle j'aspirais. Alors, je tiens à préciser aussi que je ne suis pas une professionnelle ou une spécialiste de l'éducation. Je ne suis pas ni psychothérapeute, ni médecin, ni pédiatre, etc. Voilà, ce soir, notre intention, c'est de partager avec vous nos expériences éducatives en tant que parents, en lien avec la CNV, bien sûr. Alors, j'ai envie de commencer déjà par vous dire que ce livre, voilà, c'est un témoignage, c'est une histoire à 4 voix, avec Pierre, avec nos enfants, et on raconte la manière dont on a mis en œuvre la CNV dans notre vie pendant 20 ans. Voilà. Et l'originalité, je crois, c'est que nos enfants, qui ont 17 et 20 ans au moment où on a écrit le livre, ils donnent leur point de vue, ils donnent leur retour d'expérience sur la manière dont ils ont vécu les choses, sur l'éducation qu'on leur a proposée. Et c'est ça qui est, je trouve, vraiment intéressant, c'est ce feedback des enfants et c'est voilà, c'est ça qui crédibilise, j'ai envie de dire, la démarche parce que c'est eux qui en parlent mieux que nous.
Voilà, alors évidemment, notre expérience, ce n'est pas un modèle. Moi, je tiens à le préciser, ce n'est pas une énième recette de ce qu'il faut faire en matière d'éducation. C'est plutôt voilà, une démarche, une posture dans la relation. On a essayé de mettre en œuvre en lien avec la CNV et que bien sûr, vous allez pouvoir vous approprier et adapter à votre manière, dans votre contexte à vous, avec vos propres personnalités, vos histoires, vos enfants qui sont forcément différents de l'autre. Voilà, donc comme chaque parent, bien sûr, on a traversé des doutes, des questions, des incompréhensions de notre entourage. Et c'est vrai que 20 ans après, quand on voit comment nos enfants parlent de l'éducation qu'on leur a donnée, ça nous donne en fait l'envie de soutenir les parents dans cette aventure éducative qui est quand même, ouais, c'est pas rien quoi, d'être parent et ouais, on a vraiment envie de soutenir en fait et d'encourager des parents qui aspirent à trouver d'autres chemins éducatifs. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, c'est pas simple d'être parent, hein, tu l'as dit Aurélie, on est soumis à plein d'injonctions contradictoires, parfois on peut être très démuni et perdu, d'autant qu'on n'est pas toujours d'accord entre parents sur la conduite à suivre. Chacun a son expérience, a son éducation, a ses repères, et c'est pas toujours facile de se comprendre. Voilà, d'autre part, en ce moment, il y a des débats sur l'éducation dans les médias, et on voit qu'il y a quand même deux écoles qui s'affrontent, quoi, et qui reviennent sur le devant de la scène. Donc, en particulier sur la question des limites, comment on pose les limites, comment on pose le cadre, est-ce qu'il faut être ferme, est-ce qu'il faut écouter l'enfant. Voilà, il y en a qui sont adeptes plutôt de ce qu'on appelle le time out, ou en tout cas les punitions, d'autres qui sont plutôt qui ont plutôt envie de suivre ce qu'on appelle l'éducation positive. On va essayer de comprendre tout ce qu'il y a derrière tout ça ce soir. Alors, la première chose que j'ai envie de dire déjà, c'est que derrière ces débats, il faut comprendre qu'il y a des croyances. En fait, on a tous des croyances éducatives, on a tous une vision de l'être humain et ça conditionne complètement la manière dont on va regarder nos enfants, dont on va interagir avec eux. J'ai envie de vous lire une citation de Freud que j'ai trouvée il y a peu de temps, qui dit, et je me cite, « La psychanalyse a observé depuis bien longtemps la violence originelle du petit enfant. Le commandement « tu ne tueras point » nous donne la certitude que nous descendons d'une lignée infiniment longue de meurtriers qui avaient dans le sang le plaisir du meurtre, comme peut-être nous encore aujourd'hui. Une très large majorité de psychologues admet cette réalité pulsionnelle. Un enfant est par essence déviant. » C'est étonnant de dire ça aujourd'hui, hein, mais là, on est clairement dans une vision que l'être humain est a priori mauvais et que l'éduquer, ça va être le remettre dans le droit chemin pour corriger sa nature originelle. Voilà une vision du monde. L'autre vision du monde que nous propose Marshall Rosenberg, hein, le père de la communication non violente, et aussi dans la lignée de Carl Rogers et de la psychologie humaniste qui s'est développée dans les années 60, et il nous invite plutôt à poser un regard positif sur l'être humain, en croyant, donc je cite, que chaque personne a tendance à se développer de façon positive lorsqu'elle est dans des conditions de confiance et de respect. Vous voyez, on a là deux visions du monde, deux visions de l'être humain. Alors bien sûr, ce soir, on ne va pas débattre pour savoir quelle est la bonne vision, hein, quelles sont les bonnes croyances, qui a tort, qui a raison, ce n'est pas le propos. Par contre, si je vous ai présenté ces deux visions du monde, c'est parce que je pense qu'elles ont un impact énorme et déterminant sur la manière dont je vais éduquer mes enfants et dont je vais me comporter avec mes enfants. Et pour vous faire goûter ça, je vais vous poser en fait une petite question, voilà, pour vous permettre de comprendre l'impact en fait de la différence de ces deux visions. Posez-vous la question en toute honnêteté. Est-ce que je considère a priori que mon enfant n'est pas digne de confiance, qu'il va forcément profiter de la situation, me manipuler, tricher ou mentir si je ne le contrôle pas, si je ne surveille pas sa vie, ses devoirs, le nombre d'heures sur les écrans, le brossage des dents, etc. Ou est-ce que je considère a priori que mon enfant est digne de confiance et en capacité d'apprendre à s'autodiscipliner sur tous ces sujets? Si je l'accompagne, bien sûr, pour apprendre à faire des choix, à interagir avec les autres, à comprendre et à expérimenter cette fameuse interdépendance. Alors, dans l'éducation traditionnelle, celle qu'on a reçue la plupart d'entre nous,
Le cadre, il est posé à partir de principes éducatifs qui sont extérieurs et auxquels les enfants doivent se soumettre, auxquels les enfants sont tenus d'obéir sans discuter, parce que c'est comme ça. Je crois que, par exemple, on a tous entendu des phrases comme « On ne sort pas de table tant que le repas n'est pas terminé ». Qui aime bien, châtie bien. Il faut laisser pleurer les bébés, sinon ils en profitent, ils font des caprices. Un parent doit se faire obéir. J'ai encore entendu il n'y a pas longtemps, il faut que les enfants aient peur des adultes, sinon les adultes n'ont plus autorité sur eux. Un enfant, ça se dresse, sinon il pousse de travers. Voilà, tous ces adages qu'on a entendus dans notre enfance et qu'on peut-être on continue à croire, eh ben, on continue de les transmettre. J'ai envie de dire, parfois on transmet même sans avoir conscience de ce qu'on transmet et de la vision de l'être humain qu'il y a derrière. Donc, on a appris collectivement un certain nombre de repères qui sont des codes, qui sont des normes qu'on a intégrées et sur lesquelles on se base pour éduquer nos enfants. Alors, les croyances éducatives, elles évoluent bien sûr. Et si vous êtes là ce soir, j'imagine que sans doute vous vous posez des questions autour de tout ça. D'abord parce que l'éducation qu'on a reçue, elle a laissé des traces dans nos vies. Je crois qu'on a tous souffert d'un certain nombre de choses qu'on a vécues quand on était petit et qu'on aspire à autre chose. On aspire à être plus dans l'écoute, à respecter nos enfants dans leur expression, en tout cas à vivre autre chose avec eux. Et puis d'autre part, aujourd'hui, les sciences neurologiques, elles nous montrent que l'importance de la place des émotions dans le développement de l'enfant, elles nous montrent l'importance en fait de la place des émotions dans le développement de l'enfant pour construire sa confiance, ses capacités relationnelles, ses compétences. Alors voilà, les croyances, elles évoluent. Et dans l'éducation positive aujourd'hui, je vais dire 2 mots sur cette éducation positive parce que c'est vraiment au cœur du débat médiatique aujourd'hui. Le pilier de l'éducation positive, c'est d'écarter ce qu'elle appelle les violences éducatives ordinaires. C'est quoi les violences éducatives ordinaires? C'est les humiliations, les intimidations, le chantage, les punitions, bien sûr les gifles ou les fessées. Ça veut dire qu'on peut éduquer sans toutes ces méthodes qui vont peut-être venir heurter du point de vue psychologique ou physique les enfants. Mais il est demandé aussi à l'adulte de ne pas s'énerver, d'être attentif, empathique vis-à-vis de l'enfant, de lui expliquer calmement les choses. Alors bien sûr, l'intention et les valeurs d'éducation positive, elles me semblent en fait assez en phase avec celles de la CNV. Mais elle est parfois mal comprise, cette éducation positive, elle est mal interprétée. Et je voudrais qu'on regarde ensemble ce que moi j'ai vu des écueils dans lesquels on risque de tomber et comment la CNV elle va nous aider à clarifier tout ça. Alors le premier écueil que je vois, c'est que dire les choses calmement, ça ne change rien si l'intention ne change pas. Et si mon intention, c'est juste d'obtenir que mon enfant fasse ce que je lui demande, par exemple, je veux qu'il range sa chambre, que je lui demande calmement, ou en lui expliquant pourquoi il faut qu'il range sa chambre, ou que je lui demande en criant ou en le menaçant, alors bien sûr, le ton est différent, mais l'intention, c'est la même. Je veux obtenir quelque chose de mon enfant. Je veux qu'il m'obéisse. Et là, il n'y a toujours pas d'espace pour l'autre. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'écoute mutuelle. D'abord, ça veut dire quoi une chambre rangée? De quoi il s'agit exactement en fait? On n'a pas forcément les mêmes représentations de ça, nous en tant que parents et notre enfant. Est-ce qu'on peut en parler? Deuxièmement, je vous invite à vous interroger sur en quoi c'est important pour vous que votre enfant range sa chambre? Qu'est-ce que ça permet pour vous? Est-ce que c'est un principe éducatif? Est-ce que c'est une exigence? Est-ce que c'est parce que vous voulez faire le ménage ou une machine de linge, par exemple? Est-ce que vous aimez que la maison soit harmonieuse parce que c'est plus agréable pour vous? Ça vous permet d'être plus détendu, d'être plus léger. Alors déjà, clarifier votre motivation en tant que parent, d'où elle vient, c'est la première étape, ça me semble très important. Et puis ensuite, je vous invite à vous intéresser à ce qui se passe pour votre enfant quand il ne veut pas ranger sa chambre. Qu'est-ce qu'il vit, lui? Est-ce qu'il a besoin de respect de son espace à lui? Est-ce qu'il a besoin de se sentir chez lui et pas juste dans la maison de ses parents? Est-ce qu'il a besoin de soutien pour ranger? Par exemple, il est plombé à l'idée de ne pas ranger. Peut-être aussi, il n'a pas les mêmes critères que vous sur ce que c'est qu'une chambre rangée, effectivement. Peut-être aussi, il a un jeu qui est en cours et qu'il n'a pas envie de détruire. Voilà, l'idée, c'est de dialoguer à partir de ça. Et derrière cet événement, en fait, qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce qu'on peut convenir ensemble pour que chacun soit pris en compte?
On a un exemple, nous, autour de ça. Mathieu, notre fils, quand il était petit, il avait construit un immense aéroport en papier et en carton dans sa chambre. Cet aéroport, il est resté des mois dans la chambre. Et il n'était pas question de le casser. Pas question. Et donc, on a passé l'aspirateur entre les pistes d'atterrissage pendant des semaines et des semaines. OK, on avait accepté ça parce qu'on voyait que pour lui, c'était super important cet aéroport. J'ai un autre exemple qu'on m'a raconté il n'y a pas très longtemps que j'ai beaucoup aimé. Une jeune fille voilà, qui dialoguait avec sa maman, c'est la maman qui m'a raconté pendant le stage. Et la maman lui disait, non, sa fille a dit à sa mère, bon, écoute maman, tu veux de l'ordre et du soutien, c'est ça. OK, bah, moi, j'aime pas ranger. Donc, je te propose que tu ranges ma chambre et moi, je fais le repas du soir. Est-ce que ça te va? J'ai adoré cette réponse. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que, ouais, en tant que parent, j'ai envie d'ordre, j'ai envie de soutien, j'ai envie de solidarité, bien sûr. Mais peut-être que on peut trouver d'autres alternatives, d'autres manières. Nos enfants, ils sont créatifs et ils ont des solutions peut-être à nous proposer auxquelles on n'aurait pas pensé. Voilà, donc ça, c'est le premier écueil, c'est clarifier mon intention, en fait. Ce n'est pas parce que je dis les choses calmement que je suis en relation. Vous voyez la différence? OK, moi, le deuxième écueil que je vois, on nous dit qu'il faut écouter les enfants. Mais qu'est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on écoute ce qu'ils veulent faire? On cède, on capitule devant leurs désirs, on les laisse prendre le pouvoir parce qu'on n'a pas l'énergie de négocier. Par exemple, ben, OK, prends-le ton carré de chocolat, même si on passe à la table dans 10 minutes. Voilà, écouter un enfant avec la CNV, ce n'est pas écouter ce qu'il veut, c'est écouter ce qu'il vit. Ça n'a rien à voir. On va y revenir, hein. Je vous donnerai des exemples autour de ça juste après. Alors, devant ces deux écueils, évidemment, les détracteurs d'éducation positive, ils posent des questions légitimes. Est-ce qu'on ne va pas fabriquer des enfants droits qui sont centrés sur eux, qui sont capricieux, qui sont incapables de supporter la frustration? Pour moi, derrière ces questions, il y a une question à traiter, c'est la question du pouvoir. Qui a le pouvoir? Est-ce que c'est le parent sur l'enfant? Est-ce que c'est l'enfant sur le parent? Qui gagne? Qui perd? Qui se soumet? Est-ce qu'il est possible d'éviter que personne ne prenne le pouvoir sur l'autre? Ni enfant roi, ni parent autoritaire. La CNV, elle traite cette question. Parce que le cadre éducatif que propose la CNV, c'est la relation. Le cadre en CNV, c'est la relation. Dans le paradigme éducatif que propose Marshall Rosenberg, l'enfant, il est éduqué dans la conscience des besoins mutuels. Tes besoins comptent autant que les miens, mes besoins comptent autant que les tiens. C'est toi et moi, c'est pas toi ou moi. Ce n'est pas l'un qui prend le pouvoir sur l'autre. Nous sommes équivalents en tant qu'êtres humains et interdépendants. Les actes, les paroles ou les choix d'un des membres de la famille ont de l'impact sur tous les autres. Et dans l'éducation, l'enjeu, c'est de permettre aux enfants d'apprendre cette interdépendance et cette co-responsabilité. L'enjeu, c'est comment on fait ensemble pour vivre ensemble de manière harmonieuse. Comment on fait ensemble pour traiter ensemble la question des soirées familiales? Ouais, il y a la cuisine à faire, il y a mettre la table, il y a les devoirs, il y a l'heure du coucher. Oui, maman, elle a besoin d'aide, papa aussi d'ailleurs. Elle a envie de soutien, elle a envie de légèreté, de solidarité. Et oui, les enfants, ils sont aussi fatigués après leur journée d'école. Ils ont envie de se détendre, de penser à autre chose. En fait, tout le monde est fatigué le soir. Tout le monde a besoin d'être accueilli comme il est. Alors, comment on fait ensemble? Comment on pose ce truc-là au centre, entre nous, dans la co-responsabilité et l'interdépendance? Comment on explicite ce que chacun vit? Comment les enfants, ils vont aussi faire des propositions? Voilà, en fait, il n'y a pas de réponse toute faite. Il n'y a pas de solution théorique. Le cadre, les repères, les règles du jeu, elles s'élaborent dans le dialogue, en explicitant et en tenant compte des besoins, des aspirations et des limites de chacun, les parents et les enfants. Le cadre, il est souple. Il n'est pas basé sur des principes, il est basé sur des accords ou des règles qu'on élabore ensemble à partir des besoins. Les accords, ils sont consentis par chacun des membres dans la famille. Donc la CNV, elle nous invite en fait au dialogue, à l'écoute mutuelle, pour entendre ce qui est important pour le parent, derrière sa demande par exemple, entendre ce qui est important pour l'enfant, derrière sa réaction. Voilà, il s'agit en fait de trouver cet équilibre, cette équivalence. On est deux dans la relation.
Ce dialogue, il permet que chacun soit rejoint dans ce qu'il vit et qu'on cherche ensemble des solutions créatives. Et ça, c'est aussi une manière d'apprendre aux enfants à se responsabiliser dans les sujets de la vie commune. Et finalement, nous, on a fait l'expérience que nos enfants, à 7 ans, ils étaient capables de ça. Je vais vous donner des exemples après. Alors évidemment, vous me direz, bah, ça prend du temps de faire tout ça. Ah ouais, c'est sûr que ça prend du temps. C'est un travail, en fait. Et ce travail, il n'est jamais acquis. Parce que la vie, elle bouge, elle évolue, et qu'il y a sans cesse à ajuster les règles entre nous. Et en même temps, du temps, on en gagne ensuite quand on fait ça. Parce que les décisions qu'on prend ensemble, elles sont co-construites. Et donc l'enfant, il est impliqué, il est co-responsable de ce qui a été décidé avec lui. Et puis surtout, j'ai envie de dire, c'est un choix. Voilà. Est-ce que je préfère passer mon temps à me disputer avec mon enfant pour lui imposer mes règles, parce que je considère que c'est moi, en tant qu'adulte, qui sais ce qui est bien, ou est-ce que je préfère passer mon temps à échanger avec lui, à l'écouter et à accepter aussi de tenir compte de la manière dont il fait les choses. Je vous donne un petit exemple sur la question des devoirs. C'était une histoire qu'une maman m'a racontée après un stage sur l'empathie. Elle avait décidé que les devoirs, ils seraient faits en rentrant de l'école. Voilà, parce que pour elle, après, elle était tranquille, débarrassée des devoirs et elle pouvait se détendre. Bon, elle avait imposé ça à sa fille, on va dire. Et puis, en rentrant du stage, donc, elle a décidé d'avoir une conversation avec sa fille sur ce sujet. Et en l'écoutant, elle s'est aperçue que sa fille, elle préférait vraiment faire une pause goûter avant de se remettre au devoir. Parce qu'après l'école, elle était fatiguée et elle avait juste envie de commencer par se reposer un peu avant de se remettre au devoir. Voilà, et du coup, la maman a accepté de tenir compte de ça et elles ont convenu ensemble qu'elle prendrait un bon goûter avant de se mettre au devoir. Voilà, ça a été un choix commun. Et l'ambiance à la maison, elle a totalement changé. C'était beaucoup moins tendu. Et en plus, les notes du carnet scolaire sont remontées. Voilà, un petit exemple. Alors, 2 mots sur l'écoute empathique, parce que je vous ai dit que écouter un enfant, être à l'écoute des enfants, ça ne veut pas dire laisser les enfants faire tout ce qu'ils veulent. Écouter, ça veut juste dire entendre ce que l'autre vit derrière ce qu'il dit. Puis ensuite, on échange, on cherche ensemble des solutions mutuellement satisfaisantes. C'est ce que je vous ai dit. Alors, écoutez ce que l'autre vit derrière ce qu'il dit ou derrière ce qu'il fait. Je vais vous donner des exemples. J'en ai un avec ma fille Agathe à 2 ans, que j'adore raconter en stage. Je venais de commencer la CMU. Je sortais de mon premier ou de mon deuxième stage, je ne sais plus. Donc Agathe avait 2 ans, elle était malade et je voulais lui donner une pipette de médicaments, c'est-à-dire, vous savez, de l'Advil ou du paracétamol qu'on donne avec une pipette aux enfants. Et elle fermait la bouche, elle ne voulait pas prendre cette pipette. Voilà, elle fermait la bouche, elle gardait la bouche fermée. Donc, j'ai commencé par lui dire, écoute Agathe, voilà, c'est ta santé, j'ai commencé à essayer de lui expliquer pourquoi je lui donne une pipette, ça n'a rien donné. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je passe en force. Et puis, je me suis dit, allez, je vais essayer ce que j'ai appris en stage. Donc, je me suis centrée sur ma petite fille. J'ai essayé d'imaginer ce qu'une petite fille de 2 ans pouvait vivre dans cette situation. Et je lui ai dit, en fait, Agathe, t'en as marre, quand maman te dit toujours, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Et toi, tu aimerais bien choisir par toi-même. Elle a fait oui, la tête comme ça. Elle a ouvert la bouche et elle a pris sa pipette. J'étais scotchée. Je me suis dit, ça alors. En fait, j'avais réussi à expliciter et à mettre des mots sur ce qu'elle était en train de vivre et ça lui a suffi pour se sentir rejointe et pour laisser tomber sa stratégie de résistance. Une autre histoire que je veux vous raconter, qui n'est pas dans notre famille, j'aime bien prendre d'autres histoires aussi pour vous montrer qu'il n'y a pas que dans notre famille que ça se passe bien. Enfin, voilà. Donc, c'est pour bien montrer aussi le fait qu'on a le droit de ne pas être d'accord avec son enfant. Ça n'empêche pas l'écoute empathique. C'était il y a quelques jours au cours d'un stage avec une maman. Donc, elle expliquait que son fils lui avait menti. Il était censé aller à la piscine avec l'école et il avait été jouer au foot avec ses copains. Elle le savait parce qu'elle avait reçu un message de l'école comme quoi il avait été absent à la piscine. Le soir, quand elle rentre, donc elle lui demande s'il a bien été à la piscine et son fils lui dit « oui, bien sûr ». Vous imaginez la suite de la conversation. Voilà, donc elle voulait qu'on retravaille cette situation ensemble pour voir comment la CNV pouvait l'aider.
Alors, on a commencé par lui donner un peu d'empathie, bien sûr. À votre avis, c'est quoi le besoin qui n'était pas nourri pour elle en tant que maman dans cette situation? Ben, la confiance, bien sûr. Voilà, donc on a pris le temps d'accueillir combien elle aspirait à de la confiance dans la relation avec son fils et combien elle était triste et démunie quand elle voyait qu'il lui disait autre chose que ce qu'il avait fait. Après, je lui ai proposé de jouer le rôle de son fils, vraiment pour essayer de sentir ce que pouvait vivre dans ce type d'échange un enfant comme son enfant. Voilà. Et moi, j'ai joué son rôle. En tant que maman, je lui ai dit, bon, est-ce que tu n'aimes plus trop la piscine? Est-ce que tu préfères aller jouer au foot avec tes copains? C'est bien ça. Il m'a répondu, en tant que son fils. Bah ouais, je m'ennuie à la piscine en fait. J'aime mieux être avec mes copains. Je lui ai dit, écoute, tu sais, je suis contente de le savoir en fait. Je suis contente de savoir que tu aimes mieux être avec tes copains qu'à la piscine. Et en fait, j'aimerais mieux qu'on arrive à en parler ensemble. Je voulais te dire aussi que je suis un peu inquiète quand même, je ne sais pas où tu es. Elle m'a répondu, en tant que son fils. Tu sais, maman, en fait, je n'ai pas confiance que tu peux m'entendre. Tu me dis toujours que quand je m'engage dans quelque chose, il faut que j'aille jusqu'au bout. Alors, en fait, je n'osais pas te le dire. Et en fait, elle a réalisé à ce moment-là, elle a expérimenté que quand elle disait ça à son fils, il peut tenir ses engagements, c'était son discours, et bien son fils, il ne pouvait pas se sentir entendu, compris, accueilli. Il ne pouvait pas se sentir suffisamment en confiance avec elle pour lui dire ce qu'il vivait. Et du coup, ça lui a ouvert une porte et elle a compris qu'ils aspiraient tous les deux à de la confiance et qu'ils n'avaient jamais réussi à se le dire comme ça. Elle était très émue. Je me souviens d'avoir vécu à peu près cette même scène avec Mathieu quand il avait 10 ou 12 ans. C'était dans la voiture, il ne m'avait pas dit la vérité sur, je ne me souviens plus à propos de quoi il ne m'avait pas dit la vérité. Et je lui ai dit, mais Mathieu, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'arrives pas à me dire la vérité? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas assez confiance dans notre relation? Et je me souviens, j'étais plutôt triste en fait. Et il m'a dit, maman, en fait, j'ai peur de te décevoir. C'est pour ça que je ne te dis pas la vérité. Moi, j'étais complètement bouleversée d'entendre ça. Et vous imaginez bien qu'après avoir partagé cette profondeur-là, ces mots-là, on était en mesure de se dire ensemble comment on voulait faire pour la prochaine fois. Connect before correct, disait Marshall Rosenberg. La connexion avant l'éducation. Un être humain, il a d'abord besoin d'être rejoint dans ce qu'il vit avant d'être ouvert à entendre l'autre. C'est vrai pour tout être humain. C'est vrai pour les adultes, c'est vrai pour les enfants. Connect before correct. Alors, après, je voudrais vous dire que, on parle beaucoup de l'accueil des émotions aujourd'hui dans l'éducation. On nous dit qu'il faut écouter les émotions des enfants, il faut accueillir les émotions. Et pour moi, expliciter l'émotion, ça ne suffit pas pour être rejoint. Et le génie de la CNV, c'est d'aller jusqu'au besoin. Le besoin, c'est la cause de nos émotions. Je vous propose de sentir la différence entre deux versions. On imagine qu'il y a eu une dispute entre deux enfants et que vous voulez accompagner un des enfants. Première version. Tu es en colère? Ok, tu as le droit d'être en colère. Deuxième version. Est-ce que tu es en colère parce que tu trouves ça injuste? Est-ce que tu es en colère parce que tu aimerais être pris en compte? Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous sentez la différence? Nommer le besoin, c'est ça qui donne de l'empathie. Le fait d'être vu, compris dans la cause de ma colère. Alors, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'expliciter les besoins quand vous accompagnez vos enfants. Notre rôle d'éducateur, en fait, c'est d'aider l'enfant à comprendre ce qu'il vit, à en prendre la responsabilité, puis à comprendre aussi l'impact pour les autres, bien sûr, à comprendre qu'on est interdépendant. Ce n'est pas que l'enfant est mauvais a priori, comme le dit Freud, c'est qu'il a besoin d'apprendre à comprendre ses émotions, ses besoins, l'impact pour les autres. Marshall, il posait deux questions, Marshall Rosenberg, aux éducateurs et aux parents. Et moi, ces deux questions, pour moi, elles ont été un vrai repère de discernement pendant toutes ces années d'éducation. Il disait, première question, que voulez-vous que votre enfant fasse? Alors, bien sûr, les parents, ils savent parfaitement répondre à cette question. On veut qu'ils fassent leur devoir, on veut qu'ils aient bonne note, on veut qu'ils obéissent,
qu'ils rangent leur chambre, qu'ils mettent la table, on veut qu'ils disent bonjour, on veut qu'ils respectent un certain nombre d'heures sur les écrans. Bon, deuxième question, déterminante aux yeux de Marshall Rosenberg. Pour quelle raison voulez-vous qu'ils le fassent? Est-ce motivé par la peur d'être puni, d'être rejeté, ou par l'espoir d'obtenir une récompense? Ou est-ce que ce sont pour des motivations intrinsèques parce que lui, il en comprend le sens? En d'autres termes, est-ce qu'on veut apprendre à nos enfants à obéir à des règles? Ou est-ce qu'on veut leur apprendre à s'autodiscipliner, c'est-à-dire à vivre dans la conscience et le respect de lui-même et des autres, et à exercer leur responsabilité personnelle dans leurs choix et dans leurs relations? Exemple, est-ce que je fais mes devoirs par peur d'être puni ou avec l'espoir d'une récompense? Par exemple, si j'ai un bon carnet de notes, j'aurai un portable, ou si j'ai un bon carnet de notes, peut-être j'aurai droit à une sortie. Ou est-ce que je fais mes devoirs pour avoir de bonnes notes et réussir dans les études que je veux faire? Où est ma motivation? Alors, obéissance ou autodiscipline? Sur la question des écrans, par exemple, on a vraiment fait le pari de ce choix-là avec Pierre. Est-ce que nos enfants sont capables de s'autodiscipliner sur les écrans? Est-ce qu'ils sont capables d'apprendre à être responsables de la manière dont ils vont gérer les écrans? Et plutôt que de poser des interdits et des quotas sur le nombre d'heures, on a fait le choix de plutôt les laisser apprendre à s'autodiscipliner. Donc, bien sûr, on ne les a pas laissés livrer à eux-mêmes. On en a parlé avec eux, on a dit ce qu'on en pensait, on a parlé des risques, mais on n'a pas posé d'interdit et on n'a pas surveillé, on n'a pas mis de quotas. Et aujourd'hui, Agathe, elle nous dit, Agathe qui a 21 ans, non, pardon, elle a 18 ans, Agathe. Elle nous dit, je suis capable de m'autodiscipliner, je suis capable d'arrêter d'être, par exemple, sur les réseaux sociaux quand j'ai décidé d'arrêter. Et je vois que mes copines, celles qui ont été surveillées par les parents, contrôlées par leurs parents, elles sont incapables aujourd'hui de s'autodiscipliner. Voilà, et elles voient vraiment la différence entre tous ces enfants qui finalement ont été surveillés par leurs parents, ou c'est les parents qui ont mis les quotas. Ils n'ont pas appris à s'autodiscipliner. Et aujourd'hui que les parents sont plus sur leur dos, en fait, ils sont incapables de s'autodiscipliner. C'est ce qu'elle nous raconte, en tout cas, de ce qu'elle voit autour d'elle. Alors, bien sûr, j'ai conscience que cette question, elle est délicate, parce que accompagner à l'autodiscipline, ça demande de l'énergie, ça demande de la disponibilité qu'on n'a pas toujours. Et en tant que parent, il s'agit bien sûr de ne pas se mettre des exigences inatteignables sur des sujets qu'on n'assume pas. Et il ne s'agit pas non plus de se culpabiliser d'avoir pas toujours les moyens de le faire. Alors, bien sûr, il va nous arriver de poser des limites fermes, non négociables. Et peut-être qu'à certains moments, c'est la meilleure chose à faire pour vous et pour vos enfants. Mais c'est vous qui savez. Faites-vous confiance. L'accompagnement à l'autodiscipline, pour moi, c'est plutôt une balise. C'est un repère qui peut être expérimenté de plein de manières différentes. Dans des petites choses, dans des espaces qui sont joyeux et confortables pour vous et aussi que vous assumez, avec les moyens, les ressources que vous avez. Encore une fois, il ne s'agit pas de se culpabiliser, de ne pas y arriver. Mais encore une fois, l'autodiscipline, c'est ce qu'on aspire, je crois, à transmettre à nos enfants profondément. Et derrière cette question de l'autodiscipline, il y a la question d'apprendre à faire des choix. Oui, pour que l'enfant s'autodiscipline, il y a à l'accompagner dans la construction de ses repères internes et donc à lui apprendre à faire des choix et à en prendre la responsabilité et à en assumer les conséquences. Le vivant, il apprend par essai et erreur. C'est en essayant, c'est en réussissant ou en se trompant qu'on apprend. Du coup, est-ce que je décide pour lui? Est-ce que je considère que c'est moi qui sais ce qui est bon pour mon enfant? Ou est-ce que je lui donne des occasions d'apprendre cette compétence en se trompant, en y arrivant et d'apprendre à faire des choix? Moi, ce qui m'a aidé en fait à lâcher cette peur peut-être de faire confiance à mon enfant, c'est de me dire, en fait, je ne vais pas pouvoir vivre la vie de mon enfant à sa place. C'est lui qui va avoir à vivre avec les décisions qui le concernent, à vivre avec les conséquences de ses choix. Et dès leur plus jeune âge, on a proposé à nos enfants de participer aux décisions qui les concernaient. On n'a pas voulu faire des choix pour eux, mais avec eux. On a décidé de leur laisser la responsabilité de faire des expériences,
et d'apprendre de leurs expériences. Hors danger, bien sûr. Par exemple, Mathieu qui ne veut pas faire ses devoirs, tu auras une punition demain, tu auras un 0, écoute, tu en assumeras les conséquences. En gros, ce n'est pas si grave. Un enfant qui veut pas se coucher, qui veut lire jusqu'à un point d'heure, il va faire l'expérience qu'il est fatigué. Ok, c'est pas si grave. Il peut en tirer des conclusions et on peut les tirer ensemble d'ailleurs. Voilà, si on décide tout pour nos enfants, ils n'apprendront pas à faire des choix. Et ils se retrouvent à 18 ans face à leur vie en n'ayant jamais appris à faire des choix pour eux-mêmes. Et Mathieu, dans le livre, il raconte, voilà, je vois que j'ai tellement de copains qui ne savent pas faire des choix, qui se retrouvent perdus en études supérieures parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion d'apprendre cette compétence. Parce que leurs parents ont toujours décidé de tout pour eux dans leur enfance. Et nous, vous nous avez laissé ces occasions de tester, de nous tromper. Voilà, vous nous avez fait confiance aussi, vous avez accepté d'assumer avec nous tous ces tâtonnements. Et ça nous a appris à faire des choix. Voilà, donc en tant que parent, est-ce que je suis là pour savoir pour mon enfant ou est-ce que je suis là pour l'aider petit à petit à savoir ce qu'il veut pour lui-même? Est-ce que j'accepte de ne pas être celui qui sait, mais celui qui est présent? J'ai envie de conclure ce premier temps d'échange en disant voilà, que les parents ne sont pas des super-héros. Ouais, je vous pose la question, est-ce que c'est réaliste pour vous de rester toujours bienveillant, calme, disponible, à l'écoute? Pour moi, non. Pour moi, c'est une nouvelle. Est-ce que c'est pas encore une nouvelle injonction, une nouvelle exigence de plus qui nous nierait le droit d'être fatigué, d'être à bout, d'être humain? Voilà, comment je vais prendre soin de moi en tant que parent, en tant que personne? On fait du mieux qu'on peut. On reste des êtres humains avec notre fatigue, avec nos limites, avec nos réactions impulsives. La bienveillance, ça commence par nous-mêmes. On a le droit d'être comme on est. Et c'est peut-être le meilleur moyen pour l'enfant de l'apprendre si on commence à l'accepter pour nous-mêmes. Est-ce que je peux dire à mon enfant que je suis épuisée? Dites à vos enfants ce que vous vivez. Vous avez le droit d'avoir des limites. On est deux dans la relation. Moi, quand je rentre de stage et que j'ai écouté et accompagné des gens toute la journée, je peux dire à mes enfants que j'ai aucune énergie et aucun espace pour les écouter. Je peux leur dire, OK, ce soir, je suis épuisée. J'ai aucun espace pour négocier quoi que ce soit. Je vous demande de ranger de la vaisselle et c'est comme ça. Mathieu, il écrit dans le livre, il nous dit, et j'adore son retour, nos parents n'ont jamais eu peur de nous exprimer leurs émotions. Et c'était très bien ainsi. D'abord, ça nous montrait qu'ils étaient humains, et donc ça nous donnait le droit d'être humains nous aussi, de vivre des émotions, d'avoir des limites. Et puis ensuite, ça nous permettait de ne pas culpabiliser, de ne pas croire qu'on était responsable de ce qu'ils vivaient. Et donc, ça nourrissait plutôt entre nous de l'empathie et de la solidarité. Alors, bien sûr, parfois, ça prend un peu de temps de se dire tout ça. Combien de conversations ont eu lieu à froid, après coup, se partager ce qu'on aurait plutôt voulu vivre autrement et apprendre quelque chose ensemble. Voilà, je vais m'arrêter là tout de suite. Et puis, je suis plutôt intéressée et curieuse maintenant de répondre à vos questions. Bonjour. Bonjour. Merci Edith pour tout ça. Il y a déjà eu plusieurs questions dans les questions-réponses et puis il y avait également eu au moment de l'inscription déjà des questions qui avaient été mentionnées. Donc voilà, je propose de démarrer tout de suite par une première question autour de la petite enfance. Alors, il y avait des questions autour de l'adolescence aussi, ce qu'on appelle la crise d'adolescence, dans les questions qui avaient été posées. Et puis là, ce soir, on a plus des questions autour de comment faire avec des petits qui ne parlent pas, notamment comment être à l'heure à l'école, par exemple, ou voilà, gérer la frustration aussi à des moments voilà, autour de ces âges-là un peu plus petits. Ok. Comment être à l'heure à l'école? C'est une question. Je crois qu'à chaud, on fait ce qu'on peut. Hein, et qu'il y a des moments, ouais, le matin, à 8h25, quand il faut partir, ce n'est pas l'espace de disponibilité pour voilà, écouter ou se dire ce qu'on a envie de se dire. C'est pour ça que je disais juste à la fin, là, il y a
il y a des temps pour ça. Donc, bien sûr, à 8h25 du matin, on fait du mieux qu'on peut et on va demander des choses aux enfants. Et il peut y avoir des choses qui sont non négociables. Voilà, si vous arrivez à dire les choses en parlant de vous, plutôt qu'en accusant votre enfant, ce sera mieux, c'est sûr. Et en même temps, bien sûr que ce n'est pas le moment. Encore une fois, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on a vécues à froid et qu'on arrive à se dire dans des espaces où on est disponible pour ça et où l'enfant il est disponible aussi. Et on convient ensemble, ben voilà, comment on s'y prend du coup. Ce matin, il s'est passé ça, hein, moi j'aimerais bien qu'on en reparle. Est-ce que du coup, on peut convenir d'autres choses pour demain matin? Qu'est-ce que tu en penses? Comment on fait? Pierre, tu veux dire quelque chose aussi, toi? Oui, moi, la question qu'on se pose, ça me rappelle l'histoire de Mathieu quand il a plus voulu aller à la maternelle et qui t'a dit qu'il tombait tout le temps malade parce qu'il ne voulait plus aller à l'école. Moi, je pense que les enfants, même s'ils sont limités dans leur vocabulaire, même s'ils ne peuvent pas encore parler, ils s'expriment avec les moyens qu'ils ont. Et leur comportement, et, voilà. Et l'enfant qui est tout le temps en retard à l'école, peut-être que il a un problème avec l'école. Il faut entendre, il faut arriver à mettre des mots sur ce qui se passe pour que le problème puisse se résoudre, quoi. Et alors, bien sûr, on peut toujours, ce que tu viens de dire, c'est vrai, on se débrouille comme on peut, mais je pense qu'il n'y a rien d'anodin dans le comportement d'un enfant, même tout petit. S'il ne veut pas quelque chose, il le manifeste de la manière. Et s'il ne le veut pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui coince quelque part. Et si on arrive, comme l'exemple que tu as raconté avec Agathe, mais c'était la même chose avec Mathieu, Mathieu, à la maternelle, à 3 ans, il venait de perdre sa grand-mère, il était complètement insécurisé, il ne voulait pas aller à l'école. Il a dit à Edith, maman, je ne veux plus aller à l'école, et si je tombe malade tout le temps, c'est parce que je ne veux pas aller à l'école. On a fini par prendre la décision, en accord avec la maîtresse, de suspendre son école le temps de lui laisser la possibilité de digérer ce qu'il avait à digérer, quoi. Puis après, il y retournait volontiers et tout s'est bien passé. Voilà. Merci. Je propose peut-être de faire un focus par rapport à la question des adolescences, des adolescents, et peut-être en lien avec les limites. Comment aider un enfant à s'autodiscipliner. Il y a un exemple avec un jeu vidéo, par exemple. Comment sentir quand il faut poser des limites ou un interdit. Alors, ouais, il y a 2 questions pour moi. Il y a la question de l'adolescence. On parle toujours de la crise d'adolescence. Moi, ça m'interpelle, en fait, ce terme qu'on continue d'utiliser pour parler de nos adolescents. Moi, j'ai envie de dire que pour moi, l'adolescence, c'est une période très particulière où on n'est plus un enfant, on n'est pas encore un adulte, et où, en fait, c'est un vrai tsunami à vivre pour un être humain. J'ai envie de vous raconter qu'un jour, j'ai eu une conversation avec Mathieu, qui avait 14 ans, je pense, et qui m'a dit, mais maman, mais je suis complètement perdue en ce moment. Je ne sais plus, je ne suis plus un enfant, je ne suis pas encore un adulte, je ne sais plus qui je suis perdue. Ça dit tout. C'est la chenille qui devient papillon. Est-ce que nous, en tant qu'adultes, on peut aussi voir ça? Est-ce qu'on peut voir le travail énorme que ça demande à un être humain de passer de l'enfance à l'adulte? Et oui, ça peut passer par des comportements qui nous déroutent, parce que trouver sa voie, c'est pas si facile, quoi. Et est-ce qu'on peut lâcher aussi nos a priori sur les ados, ils sont autocentrés, ils sont dans leur bulle, ils s'intéressent plus aux autres. Mais oui, mais ça demande tellement de concentration de faire cette mutation que oui, ça leur demande peut-être toute leur énergie. Voilà, déjà j'avais envie de dire ça par rapport à l'adolescence. Moi, ça m'a beaucoup aidé en fait, à avoir de l'empathie, même si je ne l'exprimais pas à mes enfants, à prendre la mesure en fait de ce chantier qui était dans leur vie, et du coup à plutôt être relié à ça plutôt qu'à mes croyances que les enfants, les ados, c'est vraiment ils sont dans leur bulle et ils sont insupportables, quoi. Voilà. Ça, c'est la première chose que j'ai envie de dire. Après, Pierre, tu veux dire des choses par rapport à l'adolescence ou oui, moi je pense à Agathe qui nous raconte, c'est dans le livre, hein,
Je me souviens que je me sentais absolument pas bien au collège. Je me sentais mal en me levant le matin, toute la journée au collège et encore le soir en pensant à la journée du lendemain. Ça m'angoissait énormément et je dormais très mal. J'étais très en colère. En troisième, on commençait à nous sentir grands, mais le regard des adultes sur nous n'avait pas changé depuis la classe de sixième. Nous étions toujours considérés comme des petits de 11 ans, alors qu'entre 11 et 15 ans, on a changé énormément et cela m'énervait beaucoup. Je voulais bien concevoir que je ne pouvais pas obtenir de tous les adultes la même considération qu'à la maison, mais quand même, je n'ai vu aucune évolution au collège dans le regard des adultes sur moi. J'avais l'impression que j'étais en prison. Voilà, c'est ça qu'a vécu notre fille et ça nous a conduit à décider avec elle qu'elle n'irait pas au collège et qu'elle ferait sa troisième à la maison en passant par le CNED. On a pris beaucoup de temps dans le livre pour raconter cette histoire et c'est Agathe qui la raconte le plus parce que je pense que c'est symptomatique. Nous, on n'a pas vécu de crise avec nos enfants pendant leur adolescence, mais eux, ils ont bien vécu un changement d'état. C'est ça le sens du mot crise, hein, quand ils sont devenus grands. Voilà. Et ils ont besoin d'être accompagnés à ce moment-là. Et si la relation qu'on a pu construire avec eux est une relation de confiance, ben on continue de travailler avec eux dans la confiance pour les aider à faire leur choix. Et après, ben Agathe, elle est retournée au lycée et tout s'est bien passé. Mais en troisième, le contexte dans lequel elle s'est trouvée, il lui était devenu insupportable. Voilà. On a géré la situation avec elle le mieux qu'on a pu avec les moyens qu'on avait. Ok, après Aurélie, je pense que tu posais la question des limites, hein. C'est ça, comment on pose des limites, comment on tient le cadre, comment on aide les enfants à respecter des règles, hein, c'est ça? Oui, puis il y a aussi autour les éléments sur les actes de réparation. Voilà, qu'est-ce qu'on met à la place des punitions. Ouais, c'est ça. Alors déjà, pour moi, poser les limites, c'est poser mes limites. Y a pas, pour moi, il n'y a pas de limite théorique. C'est quoi mes limites? C'est toujours pareil, c'est le cadre relationnel, quoi. Comment j'explicite mes limites? Comment je mets de la conscience et comment je peux dire de manière authentique, là, c'est stop. Voilà, je ne suis pas d'accord parce que si, parce que ça. Voilà, donc, mon repère, moi, c'est le cadre, c'est moi, qu'est-ce que j'assume plus et quand est-ce que je dis stop. Et pourquoi je dis stop et je parle de moi. Voilà. Et puis évidemment, après, en froid, c'est aussi toujours pareil, quoi, retrouver la relation, c'est-à-dire comment je vais écouter aussi ce qui se passe pour mon enfant, qu'est-ce qui fait qu'il n'arrive pas à faire ce que je lui demande, par exemple, ou qu'est-ce qu'il vit dans cette situation, hein, c'est toujours un peu la même démarche, on va dire. Comment je vais petit à petit cultiver la confiance et la sécurité dans la relation qui fait qu'on peut aussi se dire toutes ces choses-là. Voilà. Après, il y a aussi quelque chose en CNV qu'on appelle l'usage protecteur de la force. L'usage protecteur de la force, qui n'est pas l'usage punitif de la force, c'est comment je vais utiliser la force pour protéger la vie. Bien sûr qu'un enfant qui traverse la route à 2 ans ou à 3 ans, je ne vais pas lui demander comment tu te sens avec ça et moi, comment je me sens avec ça. Ce n'est pas de cet ordre-là. On va lui dire tu me donnes la main, tu restes sur le trottoir, tu ne traverses pas sans moi et on va être extrêmement ferme. On va protéger l'enfant. Mais ce n'est pas pareil que de dire pour que tu comprennes que c'est mal ce que tu fais, alors je vais te punir. Vous voyez, ce n'est pas du même ordre. Donc pour moi, l'usage protecteur de la force, c'est aussi des choses qu'on peut utiliser. On va imposer des choses de manière ferme parce qu'à un moment donné, il y a un besoin de sécurité, par exemple, qui est en jeu et que juste, ce n'est pas négociable. Voilà. Après, ça c'est une chose, mais il y a aussi comment on va construire ensemble les règles. J'en ai un petit peu parlé dans la première partie de la conférence, mais les limites, c'est aussi nos limites entre nous, hein, entre parents, entre enfants, comment on va reconstruire nos règles de fonctionnement, nos accords, pour que le système familial il puisse être vivant, en bonne santé, quoi. Et ça, les limites et les règles, on les pose dans la négociation. Nous, on a fait ça en tout cas. On les a co-construites avec nos enfants. On les a invités à être responsables avec nous. Voilà, en travaillant sur le sens des choses, en explicitant ce qui est important de vivre, en prenant en compte les besoins de chacun.
Et voilà, on a vraiment utilisé aussi la prise de décision par consentement, c'est-à-dire on leur a proposé de consentir et de choisir avec nous les règles de fonctionnement de notre famille. Mm. Pierre, tu veux rajouter des choses ou pas? Bah, je trouve que ce que tu as dit est très clair. Ouais. C'est la question des limites extérieures, poser de l'extérieur, c'est ça qui ne va pas. Mais après, chacun a des limites. Tu l'as très bien dit. Voilà, donc je pose mes limites à moi, et puis j'entends aussi les limites de l'enfant, et puis on négocie. Il n'y a pas besoin de punition ni de récompense. Ça ne sert à rien, ça fait que compliquer les affaires. Voilà. Mais cette notion oui, de limite, elle est. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup aussi dans le livre, c'est quand tu expliques les triangles des besoins, là, les trois personnes. Voilà. Si je suis dans mon rôle de papa et que je ne considère mes enfants que dans leur rôle d'enfant, je me donne je m'enferme dans un certain type de relation dans laquelle j'ai une certaine responsabilité en tant que parent, hein, avec des enfants qui. Si je suis conscient que je suis aussi moi, Pierre, qui reste un être humain toujours et à jamais, et que j'ai en face de moi des êtres humains qui sont différents de moi, ma femme, Agathe, Mathieu, et que j'ai aussi une relation avec mes enfants en tant que Pierre, pas en tant que papa. Et si je suis aussi conscient que je suis membre de la famille, et que les actes que je pose, ils ont un impact sur le reste, les trois autres membres de la famille, et ben, du coup, la question des limites va se poser différemment. Je suis plus seulement à me dire, en tant que papa, quelles sont les limites que je dois mettre à Mathieu ou à Agathe. Ben non, mais en tant que Pierre, c'est quoi mes limites là maintenant? Et en tant que papa, comment je peux aider Mathieu et Agathe à être conscients qu'on est quatre dans la famille et qu'ils ne sont pas tout seuls, ben, voilà. Et peut-être que Véronique, elle veut dire quelque chose aussi. Il y a quelqu'un qui aimerait bien qu'elle parle alors. Merci Pierre. Et en même temps, c'est votre livre. Et donc, je ne sais pas, quand la personne dit qu'elle aimerait bien que je parle, à quelle question elle aimerait que je réponde, parce que je veux bien mettre mon expertise du milieu scolaire au service, même si l'axe ce soir, et j'ai beaucoup aimé quand tu le disais, Edith, c'est vraiment l'axe de la famille, parce que c'est votre expérience à vous quatre. Peut-être que du coup, on peut en profiter parce qu'effectivement, il y a eu plusieurs questions autour d'enseignants, autour de comment on fait en classe, comment on fait dans un groupe. Et même si ce n'est pas l'objet ce soir, bah voilà, on profite de ta présence pour pouvoir peut-être éclairer à cet endroit-là. Et notamment, il y a Axel qui dit, bah, moi, je suis remplaçante et je fais des remplaçants d'une journée. Et du coup, mes collègues me disent qu'ils me testent, que du coup, ils sont plus brillants. Voilà, comment aussi faire dans ce contexte-là de groupe classe et puis parfois d'interventions aussi assez ponctuelles. Oui, et j'ai vu quelqu'un qui demandait s'il y avait des expériences qui étaient menées dans certains établissements scolaires. Alors oui, et ça, je vous invite à regarder le site de Déclic où il y a beaucoup d'informations sur les actions que nous menons depuis longtemps, à la fois auprès d'enseignants, à la fois auprès d'inspecteurs chefs d'établissement et dans certains rectorats. Et donc, je ne vais pas monopoliser la parole par rapport à ça, parce que ça me semble important de maintenir le cap pour Edith et Pierre. Et dans une classe, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, je dirais un peu comme Edith et Pierre, on fait ce qu'on peut dans un premier temps. Et que l'urgence pour moi, c'est d'apprendre à prendre soin de soi dans un cadre où je dirais que les difficultés sont multipliées. On a 2 enfants, on est régulièrement dans la poisse. On en a 5, on est encore un peu plus dans la poisse. Et quand on est enseignant dans une classe de 30, voire de 36, avec des enfants qui ont des cultures différentes, une éducation différente, ça demande encore plus d'avoir un point vraiment d'attention, d'instant en instant pour regarder ce qu'on vit. Et comme tu disais tout à l'heure, Edith, j'aime beaucoup quand tu disais, moi, ce sont mes limites. Pour avoir expérimenté avec les élèves, moi, je leur disais, je suis en train d'atteindre mes limites. Et quand j'atteins ma limite, je ne sais pas quelle forme ça peut prendre. Je vous en supplie, aidez-moi à ne pas faire en sorte que je dépasse mes limites parce que je pourrais le regretter. Et donc, il y avait une co-construction et je voyais comment les gamins
depuis cette motivation finalement qu'ils ont à contribuer, et moi je l'ai expérimenté tellement longtemps, ils disaient non madame, on ne veut pas que vous pétiez des câbles. Et donc ça demande beaucoup d'humilité que de retrouver cet axe du pouvoir partagé. Et j'ai beaucoup aimé votre expérience par rapport à ça. Et voilà, j'avais juste envie de partager qu'on peut demander du soutien à certains moments aux élèves pour dire mais aidez-moi à ne pas dépasser la limite parce que je ne sais pas quelle forme ça prend. Donc voilà, j'ai juste envie d'ajouter ça. Et puis cette notion d'adolescence tout à l'heure, où moi j'ai pas mal étudié ça vu l'expérience qui était la mienne, bref, dans un certain job. J'aime bien dire aussi que ce qu'on appelle la crise chez les adolescents, elle correspond généralement à une vraie crise chez les parents. Et qu'il est plus simple de dire que les ados sont en crise plutôt qu'on regarde nous, ce moment de milieu de vie et de regarder est-ce que nos besoins, nous, finalement, ils sont pris en compte autant que ce qu'on voit de ce que nos enfants nous montrent sur la liberté, sur la découverte, sur... Et donc voilà, je voulais remettre un équilibre à ce niveau-là. Donc je vous laisse la parole. Merci, Ouais, merci, Pierre, Léo. pour ta proposition. Ouais, moi, du coup, j'ai un souvenir que Agathe m'a raconté une fois, justement dans le changement de posture. Une prof, c'était au collège, qui, je crois, leur disait, bon, écoutez, les enfants, je vais être inspectée, là, on va être inspecté, ma classe va être inspectée, je vais être inspectée par l'inspecteur, et vraiment, j'ai besoin de votre aide, quoi. J'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin qu'on soit solidaires ensemble. Et du coup, le fait qu'elle l'ait dit comme ça, en disant ce dont elle avait besoin, Agathe m'a dit, mais on avait juste envie de l'aider, quoi. On avait envie d'être solidaire avec elle. Et Agathe m'a dit, mais si elle nous avait dit, vous avez intérêt à vous tenir à carreau, hein, vous avez intérêt à être sage, ben, ça aurait pas du tout eu le même, ça les aurait pas du tout motivés de la même manière. J'ai adoré en fait qu'elle me raconte ça. Et donc effectivement, je vois que la manière dont moi je vais prendre la responsabilité de ce que je vis et je vais dire, je vais expliciter ce que je vis, ça n'a pas le même impact pour les enfants. Et puis la deuxième chose que je me dis, alors c'est vrai que moi j'ai pas d'expérience à l'école, hein, mais je me dis que quand même cette histoire de co-construire les règles en classe, j'imagine que ça doit être intéressant à vivre avec des enfants, c'est-à-dire comment je vais associer les enfants à prendre conscience de mais qu'est-ce qu'on a envie de vivre ensemble? Est-ce qu'on a envie de vivre le respect dans cette classe, la confiance, la sécurité, avec leurs mots bien sûr, hein, mais peut-être aider les enfants à expliciter voilà, ce qui serait confortable pour eux, ce qui serait sécure pour eux, et du coup de les faire travailler sur qu'est-ce qu'on pourrait proposer ensemble et comment on peut choisir ensemble, et voilà, qu'ils puissent être associés à l'explicitation des règles et des accords, plutôt qu'on leur impose, vous n'avez pas le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça, voilà, qu'ils puissent en prendre la responsabilité avec nous. En tout cas, je vois que dans la famille, ça a super bien marché, et j'imagine qu'en classe, ça peut marcher aussi. J'aimerais ajouter un truc, Edith, ça te va par rapport aux accords? Ouais, parfait. C'est que pour avoir accompagné ces accords souvent, j'aime bien cette idée en fait qu'on envisage, et ça correspond à une question aussi qui est posée, qu'on envisage ensemble si jamais moi ou quelqu'un de la classe sort des accords qu'on est en train de construire, comment cette personne aimerait qu'on lui rappelle. Et là où j'étais scotchée, c'est quand je disais aux gamins, on est d'accord, si moi je sors de ces accords, voilà comment j'aimerais. Ils disaient, mais madame, on ne pourra jamais vous dire, vous, parce que c'est vous le prof ou c'est vous l'adulte. J'ai maintenant, justement, on va commencer à à vivre cette équivalence ou cette équidignité. Et voilà comment j'aimerais que vous me disiez si à un moment, moi, je ne me vois pas en étant sortie du cadre. Et puis, la petite particularité aussi que j'aime dans la construction des accords avec des élèves, c'est de leur permettre à ce moment-là de partager s'ils ont des particularités. Parce que ce n'est pas parce qu'on appartient à un groupe qu'on n'a pas envie d'être vu unique comme tout le monde. Et peut-être il y a des enfants qui sont malentendants, peut-être il y en a qui voient moins bien, peut-être qu'ils ne supportent pas d'être assis plus d'un quart d'heure, peut-être que certains aiment travailler en équipe et que quand chacun met son post-it sur les particularités, ça donne une compréhension mutuelle pour moi qui est inégalable. Donc voilà le petit point, parce que les particularités en tant que parent, on les connaît, j'imagine, avec nos enfants un peu mieux. Mais au sein d'une classe, je trouve qu'il y a une valeur ajoutée à prendre ce temps-là. Merci. Oui, super, merci Léo. Merci, je voulais compléter par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Véronique, sur les apports de déclic. On a fait un certain nombre de webinaires au moment des confinements pour accompagner les enseignants, et je sais qu'il y en a un spécifiquement sur comment installer un
un climat favorable aux apprentissages dans sa classe. Donc voilà, j'invite vraiment à aller voir aussi toutes ces ressources-là qui sont spécifiques enseignants par rapport au temps de ce soir. Il y a plusieurs questions là qui arrivent, donc merci à tous de participer comme ça, c'est vraiment chouette. Je voulais revenir moi sur la question des punitions, peut-être pour qu'on puisse comme clôturer, même si ce sera jamais clos ce sujet, mais voilà, peut-être refaire un focus sur la question de la punition et de la récompense avec les actes de réparation avant de passer à un autre thème. Ouais, ok. Moi, je veux bien redire un petit peu des choses effectivement sur les punitions. L'intention de la punition, c'est quoi? Quand on punit, ce que je crois, c'est que notre intention, c'est d'éduquer essentiellement. Hein, on cherche à éduquer, d'accord? L'enfant, il a fait quelque chose que je considère comme pas OK, et je veux qu'il apprenne quelque chose de ses erreurs. Voilà. Après, quel est l'impact et l'efficacité des punitions? Parce que punir mon enfant, ça lui permet effectivement d'apprendre la leçon espérée. Alors, peut-être que sur le coup, ça va marcher. Hein, on va dire, l'enfant, il obéit, il se soumet. Bon. Mais qu'est-ce qu'il apprend vraiment? Voilà, qu'est-ce qu'il entend vraiment? Qu'est-ce qu'il intègre? Qu'est-ce qu'il intègre du sens de la responsabilité de ses actes? Ça, on ne sait pas, quoi. On voit bien quand on regarde le vécu d'un enfant face à les punitions, ouais, il y a de la colère, il y a de la peur aussi, il y a de la tristesse, il y a de la sidération parfois. Bon, il y a quelque chose qui est en état de choc. À partir de là, on sait bien que la capacité d'apprendre et la capacité d'entendre même, elles sont diminuées. Donc, je crois que, en fait, dans la punition, il y a quelque chose qui n'arrive pas du tout à l'endroit qu'elle vise. Le moyen de la punition ne permet pas d'atteindre les intentions qui sont d'apprendre quelque chose, voilà, de mes erreurs, ou en tout cas de ce que j'ai fait. Donc, pour moi, la réparation, j'ai envie de dire, c'est comment je peux éduquer à la conscience et qu'est-ce que symboliquement on peut mettre en place pour que l'enfant il puisse intégrer la leçon qu'on espère qu'il intègre. Et encore une fois, ça va être dans le dialogue, ça va être en écoutant ce que vit l'enfant, dans ce qu'il a fait, même si je ne suis pas d'accord avec ça. Ça va être partager l'impact, partager les conséquences pour moi, pour les autres, et puis convenir ensemble. Voilà, quand le lien est recréé, hein, connect before correct, quand le lien est recréé, qu'est-ce qu'on imagine, voilà, symboliquement faire pour réparer peut-être les conséquences. Voilà ce que j'avais envie de dire sur la punition. Pierre, tu avais levé la main. Ouais. Aurélie, termine. Ouais, Aurélie. Il y avait un focus sur le time-out par rapport à la punition. Ouais, le time-out. Alors, le time-out, je ne sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire. C'est un terme qui est en ce moment très à la mode. Qui finalement, l'idée, je crois que c'est de demander à l'enfant de s'isoler et de revenir quand il est calmé. Hein. C'est le fameux « monte dans ta chambre et tu reviendras quand tu seras calmé ». Bon, c'est des choses qui reviennent sur le devant de la scène en ce moment, dans les discussions pédagogiques, enfin éducatives plutôt. Alors, nous, on n'a jamais fait ça avec nos enfants. On n'a jamais obligé nos enfants à monter dans leur chambre ou à s'isoler pour se calmer tout seul. Voilà, moi, je suis plutôt une adepte de ce que je dirais le time-in, c'est-à-dire je vais m'isoler avec mon enfant. Et je ne vais pas lui demander de se débrouiller tout seul avec ses émotions, de se calmer tout seul. Je vais essayer d'écouter, voilà, d'aider l'enfant à accueillir ce qu'il vit en mettant des mots dessus, voilà, les sentiments, les besoins, enfin, tout ce qu'on a dit dans la première partie de la conférence. Donc déjà, plutôt soutenir l'enfant pour se calmer, comprendre ses émotions, expliciter ses besoins. Après, parfois, et c'est vrai, il y a des moments où on n'a plus envie d'être en relation pendant un moment. Hein, quand on est trop énervé, quand on est en colère, quand on est triste, on a juste envie d'être tranquille. Moi, ça m'arrive, franchement, il y a des moments, c'est là, attends, j'ai plus envie, j'ai besoin d'un temps de recul, justement, de sortir de la relation pour me retrouver, voilà, ce qu'on appelle l'auto-empathie en CNV, avant d'avoir les moyens et l'envie de revenir dans la relation. Donc, j'ai envie de dire, pour les enfants, c'est pareil. Si c'est l'enfant qui demande à sortir de la relation, si c'est l'enfant qui demande à être tranquille et qui n'a pas envie de parler, ce n'est pas la même chose que si c'est l'adulte qui l'oblige à se calmer tout seul. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose.
Voilà. Et puis en plus, voilà, la troisième chose que j'ai envie de dire, c'est que derrière le time-out, est-ce qu'il n'y a pas, en fait, est-ce que c'est pas une manière pour le parent de retrouver lui la tranquillité dont il a besoin aussi, hein? Est-ce que voilà, est-ce que c'est pas une manière un peu détournée de faire porter la responsabilité de ce que j'assume plus à mes enfants en leur disant bon, maintenant tu montes dans ta chambre et tu te calmes, quoi, hein? Voilà, donc est-ce que, encore une fois, si moi, je n'ai pas l'espace, si moi, je n'ai pas la disponibilité en tant que parent, si moi, je n'ai pas l'énergie d'accueillir, si moi, je n'ai pas l'énergie d'accompagner, eh bien, voilà, est-ce que je peux dire que je suis épuisée, voilà, je veux aussi une pause, que je peux aussi poser mes limites et dire qu'on en reparle plus tard, dire stop. Voilà, je ne sais pas si ça répond, mais en tout cas, donc, moi, je suis plutôt une adepte d'écouter, d'accueillir, de soutenir l'enfant pour expliciter. 2, si l'enfant, lui, me dit « je ne veux plus, là, je n'ai pas envie d'être en relation, j'ai envie qu'on me foute la tête », ok, il a le droit, on peut le respecter, mais c'est lui qui le demande. Et 3, qu'est-ce que moi je vis, encore une fois? Voilà, quels moyens j'ai, quelles ressources j'ai, et si je ne les ai pas, j'ai le droit de le dire. Moi, sur cette question des punitions et des récompenses, ce que je voudrais dire, c'est pour moi, ce qui est central et ce qui m'a toujours guidé dans mon trajet, on va dire, de papa, c'est que personne ne prenne le pouvoir sur personne. Je suis extrêmement sensible à la question du pouvoir. Voilà, on vit dans un monde où on subit plein de choses et on a plein de contraintes de partout. Voilà. Dans cet environnement contraint, comment on peut être libre? Et c'est ce que j'essaye de faire pour moi-même, c'est ça que j'essaie de transmettre à mes enfants. Donc pour moi, la punition, c'est clairement une manière d'exercer un pouvoir sur mes enfants qui me donne le fait que je suis plus âgé qu'eux, que je suis plus grand, plus gros. Enfin, ça a été vrai jusqu'à un certain âge d'ailleurs, après ça l'est plus. Mais, et c'est quelque chose qui, du coup, pour moi, était pas admissible, quoi. Et c'est pas pareil que de poser ses limites. Ça ne veut pas dire que j'accepte tout sans bouger et sans réagir, et que je ne suis pas en mesure d'exprimer des limites mes limites quand elles sont atteintes, comme Edith l'a dit, comme Véronique l'a rappelé aussi. Voilà. Mais dans la relation entre deux êtres humains libres et souverains, il n'y a pas de place pour les punitions. De mon point de vue, il n'y en a pas. J'ai eu un peu du mal avec la récompense, plus de mal, parce que je ne voyais pas tout de suite au début que c'était un moyen d'externaliser en fait le succès de l'enfant. J'étais tenté j'étais content du coup quand mes enfants réussissaient quelque chose, j'avais un peu envie de les récompenser. Mais quand même, et ça c'est la CNV pour le coup qui est Edith qui m'a sensibilisé là-dessus, j'ai fini par comprendre que même quand je les félicite ou que j'étais tenté de récompenser leurs efforts, en fait, je m'appropriais quelque chose qui leur appartenait, quoi. Et donc, j'ai appris à dire à ma fille, mais tu es contente de ton succès, c'est toi qui es contente de ton succès, voilà. Bon, ça me faisait plaisir aussi, mais c'est toi qui fais tes choix, qui pose des actes, qui assume les conséquences de tes actes, et moi, je suis là pour t'aider, quoi. Voilà. Ouais, j'ai envie de dire sur la récompense, pour donner un exemple, voilà, c'est est-ce que ça, quand tu dis que ça externalise, ça veut dire toujours pareil, où est ma motivation? Est-ce que je travaille pour avoir un téléphone portable, une sortie, ou est-ce que je travaille pour moi, parce que j'en vois le sens, et comment je travaille, cette question de la motivation. Par contre, ça n'empêche pas de se réjouir, effectivement, et de célébrer les réussites. C'est d'une autre nature. Voilà, en CNV, on apprend aussi à célébrer, à se réjouir ensemble. Et les enfants, ils ont été très clairs là-dessus. Ils nous ont dit autant les récompenses, ça ne nous a pas manqué, autant le fait de se réjouir ensemble et d'être fiers, voilà, avec vous, c'était d'une autre nature. Il y a une question que j'ai vue sur les grands-parents, le rôle des grands-parents. J'y arrivais. Ah, super. Et du coup, j'avais envie de la regrouper avec plusieurs questions un petit peu connexes, dont une qui était comment parler autour de soi et du coup, comment aussi engager l'entourage, que ce soit la famille. Parfois, dans le couple parental, on peut ne pas forcément être en phase sur l'éducation. Et puis, il y a aussi le cas des parents divorcés. Comment on fait quand on est séparé
de l'autre parent. Et puis, il y a aussi, je fais un package, hein, du coup, vous répondrez à tiroir, mais aussi avec les enseignants, quand on est aussi avec un système scolaire qui, des fois, est pas aussi bienveillant que ce que nous, on aimerait vivre et ce qu'on essaie de vivre à la maison avec nos enfants. Voilà un peu comment on fait avec l'entourage. Alors, par contre, on commence. Tu veux parler des grands-parents? T'aimes bien ce Ah ben, sujet, moi, c'est un Pierre, sujet que hein? j'adore, les Allez. grands-parents. Il y a un proverbe africain qui dit qu'il faut un village pour élever un enfant. Et j'ai eu la chance de vivre un petit peu en brousse pendant quelques mois et d'être accueilli par les gens là-bas, et j'ai pu vérifier la richesse que c'est quand un enfant, c'est comme s'il avait que des papas et que des mamans. D'ailleurs, ils appellent tous les adultes papa et enfin, tous les hommes papa et toutes les femmes mamans, hein, quand ils sont petits. Voilà, nous on vit pas ça dans notre société occidentale, ok, on vit autre chose, mais n'empêche que les enfants, ils ont besoin aussi de diversité pour construire leurs propres repères, quoi. Et chez nous, dans notre histoire, c'est les grands-parents, alors un peu les miens, puis ma maman est décédée quand Agathe était toute petite, et beaucoup les parents d'Édith, qui ont joué ce rôle d'être les premiers autres. Et on a assez rapidement confié nos enfants à leurs grands-parents, pas pour s'en débarrasser, mais pour qu'ils fassent l'expérience qu'il y a d'autres adultes que papa et maman. Et surtout, on se gardait bien de donner une quelconque consigne aux grands-parents sur la manière de faire. Et du coup, les enfants, ils apprennent que chez papa et maman, ça marche comme ça, chez grand-papa et grand-maman, ça marche autrement. Et ils se construisent là-dedans. Et ce qui a été merveilleux, c'est qu'on a vu l'évolution des grands-parents, mais qui ne partaient pas de ce que nous, on leur disait, mais de ce qu'ils vivaient avec les enfants. C'est les enfants qui ont fait bouger leurs grands-parents, qui avaient des principes éducatifs un peu classiques, on va dire, hein, mais qui ont été en fait très étonnés du comportement de leurs petits-enfants et qui du coup se sont mis à parler avec eux. Et puis, c'est les petits-enfants qui ont fait bouger les grands-parents, quoi. Voilà ce que j'avais envie de dire sur le sujet des grands-parents. Ouais, merci. Alors, les parents qui ne sont pas du tout en phase, ouais, ça j'avoue que nous, on a eu la chance d'être plutôt en phase sur nos valeurs, et en même temps, on n'était pas non plus toujours d'accord sur tout, hein, ça n'existe pas, ça. Donc, c'est comment on vit avec l'autre qui n'est pas moi, qui est autre, qui est différent. Je crois que ça, voilà, c'est un peu l'expérience humaine qu'on a à faire oui, sur cette terre, j'ai envie de dire. Donc, ouais, comment en fait, dans le livre, je propose un petit exercice en fait aux parents pour justement partager, hein, parce que c'est un travail en fait hein, de partager nos croyances, nos priorités, nos valeurs, nos besoins, hein, et puis d'essayer de s'intéresser sincèrement à la manière que l'autre, dont l'autre voit les choses, et puis d'essayer d'avoir des espaces en fait où que l'on partage dans l'écoute mutuelle. Alors, voilà, je ne sais pas si c'est toujours possible, mais en tout cas, c'est vrai que autant ce travail relationnel avec les enfants, on en a beaucoup parlé ce soir, mais je crois qu'on a le même à faire entre parents. C'est comment on s'écoute, comment on entend les limites de l'autre, comment on entend les blessures aussi de l'autre, l'histoire de l'autre, les représentations de l'autre, comment j'en tiens compte, comment on peut aussi être dans cette équivalence et ce travail au quotidien sur nos valeurs, sur nos représentations, sur nos choix, sur nos priorités, sur nos préférences. Donc, je dirais que c'est un travail, quoi, et que bien sûr, c'est pas simple, hein, je dis pas que c'est facile, mais que voilà, c'est ça aussi qui permet qui donne de la richesse à la vie, quoi. Alors, après, il y avait quoi d'autre, Aurélie, aide-moi, parce qu'on a parlé des grands-parents, des parents. Tu voulais dire par rapport à... Quand on est séparés, Ouais. tu as en partie répondu, et puis par rapport aux enseignants aussi, l'entourage.
Ouais, moi je crois qu'il y a Oh, une oh, chose déjà, enfin, pour moi il y a un principe, l'idée c'est qu'on ne peut pas se convaincre mutuellement, quoi, parce que sinon en CNV on dit souvent au stage, bon, on ne va pas jouer à qui a tort, qui a raison, parce qu'en fait c'est pas de cet ordre-là, quoi. Donc si j'ai envie de convaincre l'autre que j'ai la bonne éducation et que l'autre il a la mauvaise éducation, que moi j'ai raison et qu'il a tort, ça on sait que ça marche pas, quoi. Donc oui, il y a du décalage dans les expériences, dans les croyances. Et que parfois c'est douloureux, hein. Et en même temps, comme l'a dit Pierre, la meilleure preuve pour l'entourage, bah, c'est le témoignage en fait, c'est ce que deviennent les enfants, c'est qu'au fur et à mesure le chemin se fait et que peut-être ça peut rassurer des grands-parents quand a priori ils sont inquiets, quand voilà, on ne pose pas de limite pour telle ou telle chose sur lesquelles ils aimeraient qu'on en pose ou qu'on ne s'y prend pas comme ils s'y prendraient. Pour moi, le meilleur témoignage, c'est ce que les enfants, c'est la posture des enfants au bout du compte. Donc, moi, j'ai plutôt, en tout cas, on a plutôt essayé de faire confiance, hein, et c'est l'objet de la soirée aussi, hein, d'être avec vous ce soir, c'est de faire confiance à nos convictions, à nos choix, et confiance aussi des fruits que ça pourrait porter. Et puis, on n'a pas trop essayé de convaincre les autres qu'on avait raison et qu'ils avaient tort, quoi, vraiment. mais je voudrais aussi ajouter que on n'a jamais essayé de faire croire à nos enfants que c'était facile de vivre dans le monde comme il est. Et on n'a pas voulu les écarter de l'école, par exemple. Ils sont allés à l'école du village, puis ils sont allés au collège de la ZEP, et puis on n'a pas essayé de les protéger d'un environnement qui est souvent très, très difficile, quoi. Mais on a fait confiance dans leur capacité d'affronter ces environnements-là et ces situations-là en les aidant. Voilà. Alors, j'imagine très bien que quand on est tout seul pour élever des enfants ou qu'on n'est pas d'accord dans la même famille sur les procédures, ça complique ça doit compliquer terriblement les choses. Pour autant, je pense que on peut quand même faire confiance à l'enfant si on entretient avec lui une relation de qualité, pour progressivement mettre des mots sur tout ça et construire ses points de repère, quoi. Et Véronique, tu voulais dire quelque chose? Oui, moi j'aime beaucoup appuyer cette notion de faire confiance à l'enfant parce que voilà, on va, comme tu disais tout à l'heure, installer des repères internes. Et en même temps, il y a un âge où les enfants peuvent avoir des moyens extrêmement limités si on les met dans des environnements qui sont délétères. Pour moi, il y a des moments où il y a une limite pour qu'on se souvienne que le cerveau de l'enfant, ce n'est pas un cerveau de nous comme petits, c'est un cerveau qui n'a pas de moyens. Et moi, j'alerte souvent sur une forme de responsabilité qu'on pourrait donner à l'enfant, alors que c'est à nous, en tant qu'adultes, peut-être à certains moments, de dire stop. Parce que quand on parle des grands-parents, moi, j'aimerais bien alerter sur le fait que c'est déjà une généralité et que tous n'ont pas les moyens, finalement, de se mettre à l'écoute des petits qui, à un moment, inspireraient. Et pour avoir travaillé avec des jeunes très, très différents, moi, je vois qu'il y a des fois des comportements adultes qui sont dangereux quand je sais combien la construction du cerveau, elle demande plus de bienveillance que de stress, plus d'empathie que de critique, plus de douceur que de cris et de punition. Donc, il y a, je trouve, un cap où l'adulte, à un moment, il peut prendre la responsabilité de se positionner si on entend de l'enfant des stratégies d'adulte qui ne sont pas acceptables avec le développement de son cerveau. Donc, ouais, j'avais envie de poser ça. Merci. On arrive doucement vers la fin, encore des petites questions. Il y a une question, comment prendre en compte les besoins et l'équité sans aller vers être copain. Finalement, on est tous copains et comme perdre un petit peu une forme de repère dans l'équilibre ou le système familial. Ouais, pour moi, l'équivalence et l'équité, c'est par rapport aux besoins, c'est-à-dire c'est pas enfin, on peut être en équivalence sans être ouais, copain, enfin, je ne sais pas comment dire autrement.
Parce que ce qu'on va écouter, c'est pas les préférences ou la manière dont les choses vont s'exprimer, c'est d'entendre ce qui est important pour l'autre, avec l'âge qu'il a et avec les moyens qu'il a pour le dire aussi d'ailleurs, parce que c'est vrai quand les enfants sont petits, comme dans l'expérience que je vous ai racontée tout à l'heure avec Agathe à 2 ans, c'est bien moi qui ai fait le travail en tant que maman d'expliciter ce que pouvait vivre ma fille et de mettre en relation. Hein. Donc, comme tu disais, Véronique, les enfants, ils n'ont pas forcément les mêmes moyens, les mêmes ressources intellectuelles et même émotionnelles que nous, parce que leur cerveau est en construction. Donc, on a bien effectivement plus de moyens, plus de ressources que quand ils sont petits. Et donc, on a bien la responsabilité, pour le coup, de les accompagner et de les aider et de les soutenir et surtout de tenir compte d'eux aussi et de prendre les décisions, en tout cas en tenant compte de leurs besoins et de ce qu'ils vivent en tant qu'être humain. Donc, pour moi, l'équivalence, elle est à ce niveau-là, au niveau des besoins, comme on les dit en CNV. Et elle n'est pas forcément dans on a tous le même âge. C'est pas ça que ça veut dire. Ouais. Je voudrais peut-être juste pour prolonger et puis pour faire écho à ce que disait Véronique sur le fait que on avait une responsabilité propre en tant qu'adulte aux différents âges de nos enfants. Je voudrais vous lire quelque chose que dit Matthieu dans le livre. Matthieu, il dit « Je pense que si l'on veut comprendre le paradigme de Marshall Rosenberg, il faut opposer élever à permettre de s'élever. Ou bien, en tant que parent, on décide de donner à son enfant le contenant, le contenu, les directives et les règles du jeu. En fait, on lui donne tout pour l'élever et il ingurgite bon gré mal gré ce qui lui est donné. Ou bien, on lui donne le matériel et on lui apprend comment s'en servir. Et ensuite, il le fait tout seul. Autrement dit, soit je me considère comme une personne élevée et j'élève, c'est-à-dire que je transmets à mon enfant un savoir qui lui est extérieur, qui est le mien et qui s'impose à lui. En fait, je lui transmets un savoir qu'on va nommer une bonne éducation, entre guillemets. Soit je me considère comme une personne expérimentée et je propose à mon enfant les matériaux nécessaires pour qu'il s'élève, pas pour que je l'élève. Et ainsi, je lui donne l'occasion d'apprendre à être en comptant sur ses propres forces, mais aussi avec l'aide de ses parents. Donc, le fait qu'on puisse avoir une relation, pour répondre à la question, en tant que moi, en tant que Pierre, j'ai une relation avec Mathieu en tant que Mathieu, parce que nous sommes deux mystères l'un pour l'autre, qui est inépuisable. Mais je suis aussi le papa de mon fils. Et Mathieu, il le dit d'ailleurs aussi dans le livre, il dit « J'ai tellement été le fils de mon père que maintenant je suis capable d'être le père de mes copains quand ils en ont besoin. » Donc je me suis pas dérobé dans mon rôle, mais je me suis pas enfermé non plus dans ce rôle et je n'ai pas essayé de faire de Mathieu ce que je voulais. J'ai essayé d'accompagner Mathieu pour qu'il devienne ce qu'il avait envie de devenir, quoi. Pour moi, c'est ça qui me semble important. Et j'aurais envie de terminer avec une dernière question sur un thème qu'on n'a pas encore abordé autour de la fratrie. Donc, voilà, comment est-ce qu'on peut accompagner finalement nos enfants aussi dans leurs propres relations avec souvent des conflits, des disputes et on se juge et on se critique. Ouais, ça c'est super important, merci. Parce que pour moi, dans la fratrie, il y a toute la question de gérer et de traiter la jalousie, quoi. Hein. Voilà, ça fait partie aussi des choses qu'on a essayé d'expliciter, c'est-à-dire que il y a l'autre qui a ce que j'ai pas, il y a l'autre qui est plus grand, et moi je suis plus petit, et on se compare, et du coup, oui, bien sûr qu'il y a des disputes, il y a des souffrances, il y a des douleurs. Pour moi, la question, c'est pas de savoir, comment dire, là, c'est vraiment la posture que propose la CNV autour de l'écoute empathique, c'est-à-dire, est-ce que je vais critiquer mon enfant, lui dire quand même, tu pourrais penser à ta petite sœur, ou bien quand même, c'est pas bien de réagir comme ça, voilà. Est-ce que je juge ce que fait mon enfant dans ses comparaisons et dans ses interactions avec les frères et sœurs, ou est-ce que, encore une fois, je vais avoir une posture de ce qu'on appelle la posture de médiateur, quoi, hein, en CMP, c'est-à-dire je vais pouvoir
me mettre en lien et expliciter ce que dit l'un, me mettre en lien et expliciter ce que dit l'autre. Il n'y a pas c'est bien ou c'est mal de vivre ce qu'on vit, il y a ce qu'on vit. Et puis, comment on fait voilà, pour se remettre en lien ensemble et puis essayer de convenir, de se soutenir mutuellement. Voilà, un exemple qu'on a beaucoup travaillé avec Agathe, c'est que Mathieu, par exemple, il avait une facilité très grande à prendre la parole dans les conversations à table. Et entre autres aussi, quand il y avait d'autres adultes à la maison, il interagissait de manière hyper simple. Et Agathe, elle me disait, moi j'ai l'impression d'être invisible, que personne ne me voit, que Mathieu prend toute la place. Je ne sais pas exister à côté de lui. Voilà. Alors, plutôt, on aurait pu dire à Agathe, mais c'est pas grave, on aurait pu dire à Mathieu, quand même, fais un peu attention, ou on aurait pu, voilà. Et comment, en fait, on en a parlé avec Agathe, parlé avec Mathieu, on en a parlé tous les quatre, et puis petit à petit, on a essayé de soutenir ensemble Agathe dans cette difficulté, et Mathieu aussi d'ailleurs, sans en prendre forcément la responsabilité, puisque c'était bien le vécu d'Agathe. Mais en tout cas, on a donné à voir et on a explicité ce truc-là entre nous pour vivre, encore une fois, cette attention mutuelle, cette solidarité familiale, voilà, qu'on a essayé de... Et puis en même temps, prendre au sérieux et prendre en compte les ressentis d'un enfant autour de ces questions de comparaison. Voilà, je ne sais pas si ça répond, mais c'est un vrai sujet, hein, les relations de fratrie et ces questions de jalousie. Et pour moi, le fait de l'accompagner, c'est super important parce que derrière, il y a est-ce que j'ai ma place dans la famille? Est-ce que je suis aimée de manière inconditionnelle? Est-ce que je suis plus ou moins aimée que mon frère ou ma sœur? Voilà, et c'est des questions existentielles en fait. Et du coup, c'est super important de pouvoir les traiter, les accueillir et puis parler de ces questions d'amour inconditionnel, d'être rassurée que j'ai ma place dans la famille et que je ne suis pas plus ou moins que l'autre. Je peux lire un petit truc d'Agathe sur ce sujet. J'aime bien m'appuyer sur le témoignage des enfants. Dans le livre, pareil, on parle de ça. Et Agathe, elle raconte ses difficultés et elle dit, j'en ai beaucoup parlé avec mes parents. J'en ai beaucoup parlé avec ma grand-mère aussi. Je me souviens de longues conversations en vacances. Ma grand-mère m'écoutait. Ni papa, ni maman, ni ma grand-mère n'essayaient de me donner des conseils. Ils m'écoutaient. Être écouté, me sentir entendu, ça me redonnait de la valeur à mes propres yeux, parce qu'en fait, je me dévalorisais en me comparant à Mathieu. Être prise en compte, après avoir eu l'impression que j'étais invisible, ça me faisait réapparaître à mes propres yeux. Il n'y a plus rien à dire. Dans la vie, c'est compliqué parce qu'on se construit par l'imitation. Hein, donc la comparaison, elle est naturelle, elle est constructive. Et puis le petit par rapport au grand, mais il est toujours le petit, il est toujours défavorisé dans la comparaison. Donc il a tendance forcément à se juger. Pour qu'un enfant il accepte de comprendre que d'abord, il faut qu'il soit OK, que c'est ni bien ni mal, c'est comme ça, voilà, c'est normal, déjà, le rassurer là-dessus. Et après, lui donner l'occasion d'être écouté, d'être entendu pour qu'il se redonne une juste valeur à ses propres yeux, quoi, qu'il arrête de se comparer pour se retrouver lui-même. Mais ça prend un peu du temps. Agathe, elle dit, ça a été compliqué jusqu'à mes 10 ans, quoi, grosso modo. Hein. Et pourtant, on en a parlé. Hein. Il est 21h31. Je pense qu'on va clôturer là, même si j'ai conscience qu'on a fait qu'esquisser ce sujet de l'éducation qui est complexe et riche. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont été présentes ce soir pour leur participation, pour les questions. Même si on a fait le choix d'un mode webinaire où on ne se voit pas, mais c'était pour permettre aussi à un maximum de personnes de participer. Donc, voilà, merci beaucoup d'avoir joué le jeu de l'écrit, même si c'est moins vivant et moins confortable que ce qu'on aime vivre nous aussi à Déclic. Voilà, le replay sera envoyé. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à partager aussi le livre d'Edith et de Pierre, voilà, pour essayer de diffuser ensemble tous ces différents
ouvertures qu'on peut offrir sur l'éducation et ce qu'on a envie d'offrir aux enfants et du coup au monde de demain. Je donne la parole rapidement à chacun pour un petit mot de clôture. Mais moi, en tout cas, voilà, je remercie vraiment Edith d'avoir joué le jeu de cette conférence qui nous a demandé du temps et de l'investissement. Et Pierre et Véronique pour votre présence et Alexandra pour le soutien à la technique en off derrière. Voilà, merci à chacun. Puis je vous laisse le mot de la fin. Ouais, moi, je suis extrêmement touchée en fait de voir voilà, le nombre qu'on était ce soir et puis l'importance que ça a, ces questions-là, et d'avoir des espaces pour échanger, se soutenir. Pour moi, c'est un cadeau, c'est précieux. J'espère qu'on va pouvoir continuer d'une manière ou d'une autre, on verra. Peut-être un jour, avec Pierre, on proposera un stage sur la posture parentale, pourquoi pas. Voilà, et puis en lien avec vous, bien sûr, avec des clics. Donc, je crois qu'il y avait j'ai vu passer dans le chat des personnes qui disaient où est-ce qu'on va retrouver le lien du webinaire. Je suppose que sur le site de Déclic, on le trouvera, Aurélie, et tu vas l'envoyer aussi. Et puis, je vais à tous les l'envoyer à toutes les participants. personnes qui se sont inscrites. Ouais. Donc, ouais, bien sûr, diffusez-le et puis continuons à nous soutenir ensemble mutuellement, parce que je crois que c'est ça qui transforme le monde, quoi. C'est ça qui fait que c'est différent, c'est qu'on n'est pas tout seul et c'est on est ensemble à porter cet espoir que autre chose est possible dans l'éducation. Et je laisse la parole du coup, voilà. Moi, je vais remercier toute l'équipe qui a organisé cette conférence, qui a permis à Edith de parler de son livre et à nous deux de témoigner un peu de notre histoire. Voilà. Et je remercie aussi du fond du cœur tous les gens qui ont pris le temps de nous écouter. Et je remercie aussi beaucoup tous ceux qui ont interagi par écrit, qui nous ont envoyé des messages, des questions, des remerciements. Voilà. Je remercie tout le monde. Voilà. Et je passe la parole à Véronique. Merci à vous deux pour ce temps aussi offert, à vos enfants aussi qui ont accepté d'être les 3e, 4e, 5e et 6e mains dans l'aventure. Merci pour l'inspiration, de voir que c'est possible. Quelquefois, c'est possible même en cours de route. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez démarré tous les deux tôt, mais j'aimerais témoigner que pour ceux qui découvrent la communication non violente, tout est possible, y compris même plus tard. Voilà, et donc j'aime cette aventure et je vous souhaite le meilleur à chacun de vous qui nous écoutez. Je vais bien passer la parole à Alexandra. Moi, j'ai beaucoup appris ce soir et j'étais très, très heureuse d'entendre tout ce que vous avez pu partager. Et merci à tous et à toutes pour la participation. Ça fait plaisir de nous voir aussi nombreux autour de ce sujet. Voilà, merci. Merci à tous et à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée.